Bonsoir à tous. À la une de ce journal, en l'espace d'un mois, c'est le deuxième membre du gouvernement qui décède des suites de maladies. Après Adoum Gargoum, Sa Majesté Halim Hayatou est mort. La nouvelle de sa disparition suscite une vague de consternation à travers la région du Nord et au sein du gouvernement, au commis de l'État, l'amido de Garoua, ses proches collaborateurs et également les notables dans sa cour royale témoignent de sa trajectoire professionnelle, de son rôle clé dans la préservation des us et coutumes dans le Lamida de Garoua. Nous en parlerons dans ce journal et vous verrez comment sa disparition a un impact important sur l'activité gouvernementale et parlementaire. Douala et Yaoundé secoués par des grognes sociales. À Yaoundé, ce sont encore des malades d'insuffisance rénale qui se plaignent d'une pénurie des kits pour effectuer leurs séances de dialyse. Et à Douala, des employés victimes de licenciements abusifs ont saisi la justice pour dénoncer des mécanismes d'exploitation abusive des Camerounais dans des entreprises publiques. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore une grogne des malades d'insuffisance rénale à Yaoundé. Ils ont bloqué la circulation routière pour dénoncer un sempiternel problème, à savoir la rupture des kits de dialyse au centre hospitalier universitaire. Pour certains malades, cela fait déjà 3 semaines qu'ils n'ont pas eu accès, ils n'ont eu droit à aucune séance d'hémodialyse, ce qui les expose à la mort. Malgré ce danger, le directeur du CHU leur demande de prendre leur mal à patience, une demande rejetée par l'ensemble des manifestants. Le récit des faits avec Marcelin Gansop. Voici plusieurs semaines qu'ils n'ont pas dialysé, suffisant pour que ces malades, bien qu'affaiblis, sortent le muscle pour crier leur ras-le-bol. Ça fait 4 ans que je dialyse. Voici 2 semaines, elle n'est pas encore dialysée. 2 semaines. Mon ventre commence à baller, je ne les pisse même pas. Je ne les pisse pas. Donc nous on veut l'équipe, nous on veut dialyser, c'est tout ce que nous voulons. On veut dialyser. On veut vivre. La semaine passée, c'est fini d'abord. Ils sont allés soit à Bédoua ou là chercher quelques kits, ils sont venus, on a fait 2 jours de dialyse. On n'a pas pu dialyser tout le monde. Les kits sont finis encore. C'est pour ça que nous on vient crier notre ras-le-bol comme ça. Non, la maman, elle est nouvelle. On a su qu'elle était malade, ça fait à peine 1 mois. Mais depuis lors, elle ne dialyse pas bien. Là, maintenant, elle a 2 semaines, elle ne se sent pas bien vraiment. Elle est fatiguée, elle a les vertiges, elle est même anémiée. Elle ne pisse pas, depuis elle ne pisse plus. Très en colère, les grévistes ont simplement bloqué la route qui passe devant le centre hospitalier universitaire, interrompant de fait la circulation. Même la présence sur les lieux des hommes en tenue n'a entamé en rien leur détermination. Un particulier qui a tenté de forcer le passage en a eu pour son compte. Il a tapé sur la dame-ci. Elle a une insuffisance rénale chronique. Ça fait 19 jours qu'elle ne dialyse pas. Mais un monsieur vient, il tape sur elle. Ce n'est pas la première fois que les malades sous dialyse expriment leur mécontentement à la suite de la rupture de leur traitement. Ils disent en avoir marre des promesses non tenues et des rendez-vous manqués qui les tuent à petit feu. Nous avons tenu des réunions avec même le ministre de la Santé publique qui a demandé au CHU d'avoir un stock de sécurité de 3 mois. Jusque-là, ça n'a pas été respecté. Le ministère des Finances confirme qu'il met à la disposition du CHU des moyens pour nous entretenir. Mais on crée une situation de diversion, on nous dit que les kits sont finis et on nous vend les mêmes kits au Castilla à 35 000 francs. Nous n'avons pas déjà l'argent pour nous soigner parce que c'est une maladie qu'on ne soigne pas, qui ne se guérit pas. Mais on nous oblige à payer les kits à 35 000. Une énième rencontre avec le directeur du CHU a accouché d'une souris. L'entreprise qui doit nous livrer les kits, il attend qu'on le paye. Et le gouvernement camerounais dit non, qu'il livre d'abord le marché avant d'être payé. Et c'est les mêmes mots depuis 3 ans. Et pire encore, l'État nous a déjà fourni 15 nouvelles machines. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Ce monsieur a bloqué ces machines ne servent à rien.
Nous vivons toujours avec les vieilles machines, les 5 vieilles machines pour plus de 150 malades. Aujourd'hui, c'est le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Hier, c'était l'hôpital général. Et bien avant, des cris de désespoir sont venus des centres d'hémodialyse de Marois et de Bolova. C'est dire que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. Autre cri de détresse, c'est celui des ex-employés d'une entreprise prestataire de l'administration douanière. Ils demandent que justice leur soit rendue. Ils ont travaillé pendant près de 10 ans pour la douane dans le compte de la géolocalisation des marchandises. Et depuis plusieurs mois, ils ont perdu leur travail. Ils revendiquent des mois d'arrêt de salaire et le paiement de leurs droits après un licenciement qu'ils jugent abusif. Le ministère des Finances, tutelle technique, a été saisi dans le cadre de cette affaire. C'est une enquête signée Donald Brice Kamgan et Cédric Chouna. Devant le siège de l'entreprise Emploi Service au lieu d'une nouvelle route Bonadibon à Douala, des ex-employés mécontents brandissent des messages d'exaspération. Nous avons travaillé dans le projet Nexus pendant 13 ans et nous avons fait en sorte que ce projet arrive à devenir une cellule de la douane rattachée à la division informatique de la douane. Et maintenant que le projet est stabilisé, maintenant après 13 ans que nous ayons travaillé, nous attendons de manger les fruits de notre dur labeur. Nous sommes éjectés purement et simplement et on nous a remplacés par d'autres personnes. Le projet Nexus est rattaché à la division informatique des douanes camerounaises. Un projet consistant à la géolocalisation des marchandises en transit au Cameroun et pour lequel ces agents ont été engagés en 2008 par la douane. Depuis 2013, la quarantaine de ces ex-employés repartis à des postes à Douala, Ngaoundéré, Limbe, Bertoua entre autres, ont été mis à la disposition de Emploi Service, une société de placement du personnel en partenariat avec la douane. C'est elle qui, en fin d'année 2020, les a mis à la porte. En 2014, on a recruté 700 douaniers devant nous. On a demandé, mais ce n'est pas possible. On dit non, vos dossiers sont en étude à la présidence de la République. Vous serez reversés si peu. En 2015, ils ont recruté 1500 douaniers. Nous étions toujours là. Nous travaillons bec et ongle, tous les jours, sans relâche. Même les jours fériés, nous sommes en poste. Aujourd'hui, il était quand nous étions le 15 décembre 2020, ils nous disent que vous allez arrêter le travail le 31 décembre 2020. Donc 15 jours après, ils nous disent qu'on doit arrêter le service. Sans préavis, sans rien, ils nous ont jetés au quartier. Le partenaire Emploi Service explique la fin du contrat par la fin de son partenariat avec la douane, un argument que les manifestants refusent de comprendre. Ils évoquent ce qu'ils appellent la supercherie dans le calcul de leurs droits sociaux, ceux ajoutés à plusieurs mois de salaire impayés. D'un, il n'y a pas le respect des méthodes de calcul. Ces calculs sont faux. Parce que nous avons vu des experts qui ont prouvé le contraire. Ces calculs n'obéissent à rien. Ça n'obéit pas au code du travail. J'étais obligé d'aller squatter sur un ami. Vous voyez un peu. On a pris des crédits en banque pour essayer de vivre parce qu'on n'a pas les moyens. Des récriminations laissant transparaître des violations du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels signé par le Cameroun, notamment le droit au travail et à une rémunération. Des dispositions intériorisées par le Code du travail. Sollicité, l'inspection du travail, tout comme la direction de l'emploi-service, n'ont pas accordé de suite à nos demandes d'interview. Une demande formelle d'interview reste également lettre morte à la direction générale des douanes sur le même sujet. Autre secteur d'activité où des plaintes s'accumulent, c'est le secteur de l'éducation, notamment l'éducation de base. Là-bas, des enseignants se plaignent de leurs conditions de vie précaires. Pourtant, ils sont, disent-ils, à la base de la formation sociale et la formation et l'éducation des nouvelles générations. Ils ont interpellé les autorités camerounaises sur la nécessité de se pencher sur leur cas. Dans le secteur privé, les plaintes sont de plus en plus importantes, ont-ils souligné lors d'une rencontre qui s'est tenue à Ebolova, capitale régionale du Sud. Des précisions avec Roger Takala et Gladys Sidier. La condition des enseignants au Cameroun, sur la table des discussions à Ebolova, dans la région du Sud. Le revenu demeure faible malgré les multiples plaintes et nonobstant le risque qu'encourent les seigneurs de la craie. Les plaintes se font de plus en plus ressentir dans le secteur privé. Nous, on avait fait un petit calcul, on a trouvé qu'un Camerounais passable doit vivre au coût de 84 000 francs. Mais
quand nous voyons nos salaires, les salaires parfois dans d'autres privés, on trouve 25 000, d'autres, là où c'est un peu plus mieux, c'est 40 000 francs. Et ceux qui sont permanents tournent autour de 50 60 000 francs. Vous convenez avec moi qu'il ne peut pas vivre de son salaire. On ne vit pas vivant, on vit mort. Parce que tout ce qu'on peut toucher, nous vivons en crédit. Dès que tu paies le loyer, peut-être aussi quelques dettes, c'est fini. Ce maillon fort de la société en appelle à la conscience de nos dirigeants afin que leurs conditions soient améliorées et qu'ils soient logés à une meilleure enseigne. Et nous voulons que la communauté nationale, l'État, le gouvernement en particulier, nous aide, regarde attentivement le problème de l'enseignement privé. Que les fondateurs sachent que notre action, ce n'est pas pour détruire l'entreprise privée, mais c'est pour que cette entreprise soit humaine. Il est question que les gens sachent que, et les patrons des anciens sachent qu'ils ont droit au salaire annuel. Ça veut dire pendant toute une année, non pas pendant 8 mois ou 9 mois ou 6 mois. Alors que l'on observe depuis quelques jours les congés du deuxième trimestre, les enseignants continuent de dispenser les cours dans les établissements scolaires, notamment aux élèves en classe d'examen, en vue de rattraper le programme scolaire. La rentrée pour le compte du troisième trimestre est prévue pour le 12 avril pour les élèves du primaire et du secondaire. Une épineuse question se pose avec acuité dans le paysage politique. Des partis de l'opposition réunis au sein d'un front commun réussiront-ils à mettre sur pied un code électoral consensuel et alternatif dans un contexte de contestation violente post-électorale? Le parti au pouvoir n'y croit pas vraiment, estimant que les leaders politiques n'ont pas assez de moyens pour entretenir un rapport de force capable d'impulser une réforme du système électoral. De plus, ils estiment que le gouvernement doit en priorité résoudre les problèmes sociaux, un avis que ne partagent pas des partis politiques de l'opposition qui estiment que la régulation sociale exige la mise en place d'un système électoral transparent et crédible. Le regard croisé des politiques, c'est dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Une coalition de 7 partis politiques de l'opposition, constituée des leaders, exige le toilettage du code électoral actuel, teinté d'irrégularité, pour aboutir à un système électoral plus transparent et crédible. Il n'est pas question d'un code électoral de la majorité. Nous sommes obligés de reconnaître, à un moment donné dans ce pays, qu'il faut s'arrêter et discuter dans le cadre le plus inclusif possible de notre société et de ses fonctions au service précisément du citoyen. Autrement, l'État se sert lui-même et dans ce cas de figure, il ne sert pas la population, il est un monstre. À côté du secrétariat technique créé pour enregistrer les différentes propositions, la présence dans cette coalition de 3 anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018 et d'autres figures politiques de l'opposition peuvent-ils inquiéter le régime en place? Commencer à parler d'élection alors que la prochaine élection, c'est éventuellement en 2025, je vois que nous sommes en train de vouloir faire les choses à contre-temps. Mais maintenant, comme nous avions une opposition oisive qui n'a rien à faire, elle peut occuper les 4 ans là à parler des questions électorales, mais ils ne sont pas obligés d'entraîner le gouvernement là-dedans. Cette réponse épouse la sortie épistolaire du secrétaire national à la communication du RDPC qui botte en touche l'idée de la coalition des partis de l'opposition pour un nouveau code électoral consensuel. Pour l'analyste politique, c'est un signe de faiblesse que manifeste le militant du parti au pouvoir. La peur se lit déjà sur la promptitude de la sortie de votre secrétaire général qui, ma foi, n'a pas cette qualité de contester ou de donner un avis sur une question interne à l'opposition. Nous sommes partisans d'un jeu politique conventionnellement tendu, excitant, comme on voit des classiques ailleurs. Il faut donc que le RDPC et le gouvernement acceptent les propositions, étant donné que cela va s'imposer à tous. C'est probablement un nouveau front de combat, opposition et pouvoir, qui s'annonce avec l'idée du toilettage du code électoral actuel au Cameroun.
À l'heure actuelle, la réforme du code électoral n'est pas inscrite à l'ordre du jour de la session parlementaire. Néanmoins, des députés déplorent le non-respect du genre et le manque de politique sociale inclusive au Cameroun. Réunis dans le cadre du réseau pour la promotion du genre, ces parlementaires envisagent une série d'actions pour remédier à cette situation. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. C'est un tableau peu réjouissant du sort des femmes qui a été dressé par la tête de file du réseau des parlementaires pour la promotion du genre Repage à la faveur d'une session consacrée à cette question à l'Assemblée nationale. Le conseil régional n'a enregistré aucune femme au niveau des villes. Il n'y a aucune maire de ville au Cameroun. La commission des droits de l'homme, où les tests disent qu'il doit au moins avoir 30% de femmes dans cette organisation, il n'y en a eu que 20. Pour inverser cette tendance, le Repage indique qu'il va mieux vulgariser ce qu'il faut entendre par rapport au genre. Dans les prochaines semaines, nous allons déjà sensibiliser les membres du Parlement à cette approche genre pour que nous nous approprions déjà ce que c'est que l'approche genre. Parce qu'en fait, quand on parle du genre, les gens pensent que c'est les femmes. Non. Le genre, c'est compris la femme, l'homme, les jeunes. En outre, cette initiative sera complétée par d'autres actes que le Repage annonce. Nous allons faire des formations, des sensibilisations et puis aller même vers les pays amis, voir comment ça se passe là-bas chez eux et apporter un plus. Et leur dire également comment ça se passe dans nos pays pour capitaliser l'approche genre dans notre pays. En fin de compte, le regroupement des parlementaires attachés à la promotion du genre précise vouloir gommer le retard accusé par la gente féminine au Cameroun. Nous voulons au moins qu'il y ait cette égalité-là, que les droits des femmes soient reconnus dans tous les domaines d'activité, qu'on prenne même en compte le problème genre lorsqu'on vote le budget à l'Assemblée. Des objectifs qui se justifient de fait par la représentation minimale des femmes dans les institutions et autres fonctions au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, c'est un bilan mitigé de la vaccination contre le choléra dans la capitale économique du Cameroun. La couverture vaccinale se situe à peine à 60%. Les équipes de vaccination mobilisées sur le terrain ont été confrontées à des réticences des populations à se faire vacciner en raison de la polémique autour du vaccin contre le coronavirus. Les équipes en charge de la lutte contre cette maladie dans le littoral entendent multiplier des campagnes de proximité afin d'expliquer aux populations le bien fondé de la vaccination contre cette maladie qui fait des ravages. Les personnes n'ayant pas encore reçu leur deuxième dose sont appelées à se rapprocher des districts de santé pour se faire vacciner contre le choléra. Le comité régional de lutte contre le choléra était réuni ce jour pour faire le point sur cette deuxième campagne. Je vous invite à présent à suivre le docteur Bignette Benoum, superviseur régional au district de santé dans la ville de Douala, et également le point focal surveillance épidémiologique du littoral. Environ 9 équipes qui se sont déployées sur l'étendue de l'aire de santé de Bouang. Alors nous avons quand même eu beaucoup de refus. Il faut dire qu'il y a eu une désinformation au niveau des réseaux sociaux parce que les gens disaient voilà, vous venez pour nous vacciner contre le corona, on ne veut pas le vaccin du corona. Mais après beaucoup de discussions avec ces personnes-là, on pouvait quand même les convaincre que c'était pas le corona, jusqu'à montrer même les flacons aux personnes pour qu'ils puissent confirmer effectivement que c'était le vaccin contre le choléra. L'une des innovations de ce tour a été également l'implication des acteurs des réseaux sociaux, les influenceurs des réseaux sociaux, les blogueurs comme on les appelle. Donc nous allons accentuer la communication pour donner la bonne information et obtenir le consentement éclairé des populations afin que tout le monde soit protégé. Le cadre des campagnes de santé de masse ou du programme élargi de vaccination sont des vaccins sûrs et efficaces. Ils sont certes validés par les instances internationales à travers l'OMS et l'UNICEF, mais ils sont homologués par le ministère de la Santé. Et vous avez vu, depuis ces campagnes que nous avions organisées, on a le nombre de cas de maladies qui ont baissé et on n'a pas encore connu d'incidents majeurs de ceux qui ont reçu ces vaccins.
Au regard de la recrudescence du nombre de cas de contamination au Covid-19 dans la région de l'Ouest, l'organisation des funérailles est suspendue sur toute l'étendue de cette région. Selon l'arrêté du gouverneur, le délai de suspension est de 2 mois, éventuellement renouvelable en fonction de l'évolution de la pandémie. Par ailleurs, l'organisation de toute autre cérémonie populaire est soumise au respect scrupuleux du quota de 50 personnes, ainsi que toutes les autres mesures barrières. Les différentes cérémonies populaires qui pourraient être organisées sont des mariages, obsèques et concerts, selon l'arrêté du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Et à présent, les images de la levée du corps de Sa Majesté Halim Hayatou, Lamido de Garoua et haut commis de l'État. Il était pendant près de 23 ans secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Levée du corps qui s'est déroulée cet après-midi à Yaoundé en l'espace d'1 mois. C'est le 2e membre du gouvernement qui décède en fonction. Il y a le 8 mars dernier, c'était Adoum Gargoum qui est décédé, une disparition qui suscite la consternation. Et dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, les populations n'en revenaient pas lors de cette triste nouvelle de la disparition du Lamido de Garoua, haut commis de l'État, dans sa cour royale. Ils n'ont pas oublié sa trajectoire, ses propos, son amour pour son peuple, son implication, son engagement dans la préservation des us et coutumes dans le Lamida de Garoua, mais également son rôle en tant que haut commis de l'État. Le récit de son parcours, les réactions à Garoua, c'est avec Olivier Tiefo et Jean-Paul Chouniat. D'interminables fils de personnalités, amis, proches, connaissances et anonymes. Dans une ambiance très lourde, à la résidence du Lamido, Halim Garga Hayatou, le secrétaire d'État à la santé publique. Notre Lamido est malade, ça fait presque une semaine, et ça s'est aggravé hier. Et aujourd'hui, on a eu une triste nouvelle qu'il a rendu l'âme. Le domicile de l'illustre disparu ne disant plus point. Depuis l'annonce de son décès, aux premières lueurs de l'aube, du lundi 5 avril 2020. Un événement aussi tragique, aussi subite. Nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur et espérer que l'âme du défunt repose en paix. Pour un mortel, c'est attendu. Mais pour nous, c'est une personne de cœur, c'est une personne d'une grande moralité, c'est une personne qu'on doit du respect et considération. Mais comme la mort, on ne peut pas l'empêcher. Tout ce qu'on peut souhaiter, que son âme soit en paix. Ici, beaucoup d'habitants et résidents de Garoua ont plus côtoyé Sa Majesté Halim Hayatou sous sa casquette de chef traditionnel, un guide qui savait accueillir, encadrer et donner des conseils à tous ceux qui venaient à lui. Il a été un peu pour moi, c'est celui qui m'a formé dans tout ce qui est traditionnel et c'est celui qui m'a donné toutes les informations nécessaires pour devenir, n'est-ce pas, un très bon chef traditionnel de 3e degré. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci à M. Halim Garga Hayatou tout simplement pour l'homme qu'il a été. La communauté de Garoua a vécu avec Lamida Hayatou une vie cordiale et sympathique. Il nous prenait comme ses enfants. À chaque événement, nous étions là avec le Lamido Hayatou. À chaque événement, c'est vraiment un coup dur. Un coup très dur, je vous en prie. Je manque vraiment de mots, mais je dirais que c'est un rassembleur. Les autorités administratives de la région du Nord et de Garoua gardent du défunt l'image d'un collaborateur républicain qui savait défendre les intérêts de ses populations et protéger ceux de l'administration. Nous sommes venus ici à la chefferie Olamida pour essayer de prendre des mesures d'ordre, notamment sécuriser le site, les appartements du défunt, afin que le moment venu, les autorités compétentes, selon les décisions qui seront prises, nous puissions suivre dans la sérénité. Donc voilà l'objet de notre descente ce matin, ici au Lamida de Garoua, afin de nous assurer que
les populations sont calmes et qu'un événement aussi tragique, aussi subite, nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur et espérer que l'âme du défunt repose en paix. Frère de Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, la fratrie Hayatou perd ainsi un de ses baobabs, après l'ancien premier ministre Sadou Hayatou, décédé le 1er août 2019. Une des familles les plus puissantes et influentes de la région du Nord et de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Hayatou était intronisé en 2000 dans le cercle fermé des 14 Lamibés, ayant dirigé le Lamida de Garoua créé en 1804. Secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et des pandémies, le ministre Alim Hayatou a été plus que présent sur tous les fronts de la lutte contre la Covid-19 depuis son apparition en mars 2020. De son vivant, il nourrissait un seul vœu, en finir au plus vite avec le coronavirus. Mettons la main sur le bois, que Dieu nous protège encore de cette pandémie, mais nous sommes bien parés ici à Douala pour que nous donnions un peu de satisfaction et sauvegarder encore la vie de certains de nos compatriotes. Chargé d'élaborer des politiques et stratégies d'extermination des épidémies et des pandémies, le ministre Alim Hayatou tombe les armes à la main, sans avoir abattu la Covid-19, ni poussé le dernier virus dans ses derniers retranchements. Entré au gouvernement en 1996, l'ancien inspecteur principal du Trésor figure parmi les records de longévité au poste, 25 ans, presque autant qu'il a été l'amido de 2000 à 2021. À la suite de Adoum Gargoum, ministre délégué chargé des relations avec le monde islamique, décédé le 7 mars dernier, Sa Majesté Alim Garga Hayatou est ainsi le deuxième membre du gouvernement Diongouté qui meurt en fonction. Et ce soir, le président de la République a signé 2 décrets instituant des obsèques officielles. D'abord en l'honneur de Alim Hayatou, prévu demain, mardi 6 avril 2021. Ministre secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre des pandémies et les épidémies. Et ensuite, les obsèques officielles pour le célèbre homme d'affaires Moncam Pascal, dont les obsèques officielles sont prévues samedi 10 avril 2021. Et dans cette série de décrets et de registres funèbres, le président de la République a adressé une lettre de condoléances à Monseigneur Samuel Cléda à la suite du décès du cardinal Christian Toumi. Et suite au décès du secrétaire d'État chargé de la lutte contre les épidémies, une séance plénière spéciale initialement programmée demain mardi a été repoussée à une date ultérieure à l'Assemblée nationale. Ce report se justifie par l'indisponibilité du ministre de la Santé publique du fait du décès de Sa Majesté Alim Hayatou. Selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette séance plénière spéciale devait porter sur le projet de couverture santé universelle et la vaccination contre la Covid-19. Une nouvelle date n'a pas été communiquée à la presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un seul titre, c'est Dignoufele, le Lamido de Garoua, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, est décédé ce jour à Yaoundé. En l'espace de mois, c'est le deuxième membre du gouvernement qui décède en fonction. Vous avez suivi les témoignages à la fois de ses proches, ces différents administrés à Garoua qui n'en revenaient pas de cette triste nouvelle. Et là, il fait partie de ceux qui ont un record de longévité au poste, notamment au sein du gouvernement, près de 23 ans, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies. Le chef de l'État a décrété des obsèques officielles en sa mémoire, obsèques officielles également pour Moncam Pascal. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, Emmanuel Kougné, Cissé Mamanga et pour la circonstance, je crois bien, il s'est habillé comme nos frères du Septentrion. Raphaël Ndougo, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Lalotou. Nous sommes justement camerounais. D'ailleurs, avant même le slogan Vivre ensemble, nous vivions déjà ensemble parce que dans toutes les régions du pays, il y a ce qu'on appelle le quartier Aoussa. Voilà, quartier Aoussa. Il n'y a pas une ville au Cameroun où on ne peut pas trouver le quartier Aoussa. Voilà. C'est la preuve de l'intégration. Hein. La réponse est dans la question. Ouais, voilà. Je reste avec vous, Raphaël Ndougo. Vous retenez quoi? Le Lamido ou bien le haut commis de l'État? Moi, je préfère retenir le président du conseil des chefs traditionnels de la région du centre, je veux dire du Cameroun, parce que cette personnalité qui s'en va a voulu donner le blason de la chefferie. Parce que vous savez, à un moment donné, dans la partie sud, les chefs étaient un peu... Il y avait un manque de respect de la chefferie. Ça a changé? Plus ou moins, c'est en train de changer. Parce que j'ai été proche à l'époque du chef de gouvernement de mon village, Sa Majesté Jean-Baptiste, qui est chargé de mission au bureau national de la chefferie. Donc je retiens de ce monsieur-là qui a voulu moderniser et qui a voulu ramener le respect de la chefferie, parce que le Grand Nord, le Grand Ouest, il y a du respect de la chefferie, mais dans le Grand Sud, on a l'impression que le chef ne dit plus rien à personne. Et à partir du moment où on perd ces valeurs fondamentales-là, du coup, il y a un problème. Voilà, vous permettez, on va partir tout de suite. On va prendre la direction de Garoua. Colbives, le nom paraît un peu Colbives, voilà, pour ceux qui comprennent cette langue en milieu équatorial. Ça veut dire la colline des ossements. Colbives, Yelloa, Garoua, où nous attend Sa Majesté Muller Jamal Abdul Nassir, chef de 3e degré. Bonsoir, Sa Majesté. L'ambiance à Garoua ce soir et la douleur qui vous traverse. Sa Majesté, est-ce que vous êtes là? Bon, on va revenir, on va permettre à Raphaël Dipandaes et toute l'équipe du côté de la régie de nous positionner véritablement Sa Majesté Muller, chef de 3e degré, chef à Yelloa, Yelloa, Garoua. C'est un quartier, pour ceux qui connaissent la ville de Garoua, Yelloa, c'est un véritable melting pot. C'est, comme on dit, beaucoup de personnes venant du sud du Cameroun qui se sont installées là-bas, du côté de Yelloa. Voilà, vous continuez? Oui, je disais donc à l'époque, le chargé de mission du bureau national des chefs traditionnels, Sa Majesté Jean-Baptiste, qui est mon chef de 2e degré, et nous rendait souvent compte lorsqu'il se retrouvait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les chefs sont qui au conseil, dans les conseils régionaux, et Sa Majesté Jean-Baptiste, même le vice-président pour le centre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il a eu une idée. Parce que quand on observait la cacophonie qui entourait la chefferie dans le Grand Sud, les discussions dans ces chefferies, les achats de conscience même, il y en a qui arrivaient là qui n'avaient pas qualité. Il y en a qui arrivaient là que les ancêtres ne pouvaient pas adouber parce qu'on est venu y acheter. Il fallait revoir tout cela. Comment est-ce qu'on devient chef chez nous? On devient par la lignée. Je crois que comme il est parti là, quand le conseil à ce niveau va se réunir, on peut déjà imaginer qu'il va être chef dans cette Lamida. Donc là-bas, ça ne discute pas. Donc il y avait cela au niveau du Grand Sud. Il y avait également que les populations même ne respectaient plus les chefs. Il y avait que les chefs eux-mêmes à un moment donné ne se respectaient plus. Du coup, il y avait donc tout ça. Je pense qu'il a beaucoup apporté pour la chefferie traditionnelle. C'est à ce niveau que je reste. Il a été grand commis d'État. Il a été diplômé d'une grande école en France. Et puis ici également à l'ENAM. Il a servi notre pays, que la terre de nos ancêtres. Donc, lui soit inspecteur principal du Trésor. Absolument. Voilà. Voilà, Emmanuel Kounié, vous, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi? Le haut commis de l'État ou bien l'autorité traditionnelle? Non, je retiens un grand commis de l'État qui a mis très longtemps, n'est-ce pas, son poste. Bon,
Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Peut-être oui, peut-être pas non, peut-être non. Mais je crois quand même qu'il appartient à une grande famille qui a vu, n'est-ce pas, de grandes personnalités. Je me souviens de M. Sadou Ayatou, qui a été Premier ministre, qui a présidé la tripartite dans les années 92. Je pense à Issa Ayatou, le président de la CAF, qui a mis longtemps là-bas. Donc, je peux même citer un autre qui était avec moi à l'école, qui s'appelle Daïro Ayatou, qui doit être leur dernier, qui était commissaire de police. Je ne sais pas où il se trouve maintenant. Donc, c'est une famille de grandes personnes. Et puis, bon, je crois que c'est une perte pour le Cameroun. C'est une perte pour le Cameroun. Et je crois que tous ces gens-là ont contribué, chacun de manière palpable et marquable, pour ce qui est, n'est-ce pas, du développement de notre pays, que ce soit Issa Ayatou, que ce soit Sadou Ayatou, que ce soit ce dernier, le Lamido. Donc, pour moi, c'est des grandes personnes qui partent et c'est une perte pour le Cameroun. J'espère que celui qui va le remplacer sera à la hauteur de la tâche et qu'il pourra, n'est-ce pas, diriger l'AMIDA, parce que depuis qu'il est là, on a toujours cru comprendre que les choses se passaient très bien. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres remous particuliers là-bas après sa disparition. Maître Ngefak, ce soir, vous saluez qui? Le haut commis de l'État ou bien le Lamido, autorité traditionnelle? Je salue ce grand roi, parce que l'histoire du Cameroun m'interdit de parler de chef. Parce que chef, ça fait féodalité, ça fait sous-évaluation, ça fait quête du matériel. Alors que le Lamido ou le roi à la camerounaise, c'est cet intermédiaire entre le monde invisible et les êtres humains dans la société. Donc lui, il a la chance d'appartenir aux 9 grandes familles qui gèrent la République. Il a ce sang bleu dans ses veines, nous devons le respecter. Il est béni de Dieu. Il est béni du ciel, il est béni du monde invisible. Il n'est pas comme ceux-là qu'on nomme à midi et le soir ils sont chefs et ils veulent se comparer à ceux-là qui sont détenteurs de quelque chose qu'on n'achète pas, de quelque chose on ne triche pas pour avoir. Donc qu'il parte à sa conscience, je crois qu'il a bien vécu. Le peuple vient de perdre un grand homme, tout comme le cardinal Christian Toumi. C'est un grand vide à nos frères de Garoua. Nous sommes de tout cœur. Nous connaissons ce qu'il a fait. Il n'était pas parfait en tant qu'homme, mais il a fait sa part. Que les autres, limite comme exemple, ne prennent que ce qui est bien. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, si c'est Bamanga, est-ce que lorsque le roi, si tu veux emprunter une expression chère à Maître Ngefak, lorsqu'un roi disparaît comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur, au niveau de la grande famille, chez les musulmans de Garoua par exemple? Est-ce qu'il y a des attitudes particulières pour cette journée? Il y a des choses particulières à faire? Je commencerai par profiter de votre caméra, regarder comme ça tout le grand peuple du Nord et dire que Allayafu Lamido Hayatou, Allahu Kumo Al-Jannatu Fiddaus, Inch'Allah. Moi, je pense qu'il n'y a que les larmes que je n'ai pas coulées parce que c'est un grand homme. Vous savez, j'ai la chance d'être un petit peu autour de tous ces genres de familles. Mais tout ce que j'ai pensé aujourd'hui, tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, on est à 1 semaine du mois de Ramadan. Les dames, les mamans, les filles, les femmes, ils étaient en train de pleurer dans les groupes WhatsApp demandant si c'était vrai, disant que qui va encore nous donner à manger dans cette ville? Qui va encore nous faire du bien dans cette ville? Qui va encore... Que des choses positives. Vous savez très bien que quand il y a un décès, tout de suite, vous pouvez capter quel genre de personne la personne qui est partie était. Moi, je vois une personne aujourd'hui qui a travaillé corps et âme pour l'État du Cameroun. Moi, je n'aimerais pas être à la place du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aujourd'hui, parce qu'il a perdu un frère. Parce que Ali Ayatou fait partie de la famille du chef de l'État, son Excellence Paul Biya.
Vraiment, je suis même pas sûr que... Je suis sûr qu'il y a eu des restrictions pour même l'annoncer, le deuil. Parce que c'est de la famille. Maintenant, ce qui se passe quand c'est comme ça, vous savez que nous, les musulmans, nous sommes un peuple encore... Nous avons encore certaines... comment on appelle ça? Certaines traditions fortes. Oui. Et nous le prenons dans le Coran et dans la religion. Aujourd'hui, toute la maison est en prière. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Comment oui, c'est chez nous, observé au chez niveau... nous, on ne pleure pas, on ne pleure pas. On lit des sourates, on lit le Coran, on demande au Seigneur de le protéger, de l'accueillir, de le permettre d'entrer dans le paradis, de le pardonner. On va le faire jusqu'au 3e jour. On va faire des prières, on va prier pour lui. Et s'il prête à Dieu, vous savez, Dieu est pardonneur. Et c'est là la puissance de Dieu. S'il prête à Dieu, on va l'enterrer et il ira au paradis. Maintenant, cet homme, M. Ali Mayatou, moi je l'ai vu aujourd'hui sur le terrain, M. Serge Alain. Il a été sur le terrain étant malade, parce qu'il faut dire la vérité, ça fait au moins 10 ans qu'il est un peu fatigué par la maladie, parce qu'il a que 75 ans. Il y en a ceux qui ont 95 ans, qui jouent au golf ou bien qui font du vélo à Kribi, suivez mon regard. Non, je ne sais pas. Maintenant, il a été un petit peu fatigué, ça fait 10 ans qu'il est fatigué, mais jusque-là, il était toujours là, il arrivait sur le terrain. Une fois, le ministre Manauda lui disait toujours que mais non, tu dois le laisser, nous on va. Il dit non, il est là. Parce qu'il faisait partie des personnes que quand le chef de l'État est un peu suffoqué, il appelle directement pour dire que c'est comment ici, c'est comment ici. Vraiment, c'est une grosse perte d'abord pour le RDPC. Peut-être en tant qu'opposant, je peux être content, mais non. On n'est pas content quand un grand patriarche part comme ça. C'est une grosse perte. Et avant ça, le RDPC aujourd'hui est en train de perdre du terrain dans le Nord. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous, on a été heurté beaucoup par ceux qui nous gouvernent, le RDPC. Et vous avez vu, ils ont perdu, comment vous appelez ça, le conseiller régional qui est parti, il était malade. Aujourd'hui, un grand homme comme Ali part. C'est difficile aujourd'hui pour le RDPC, mais je fais confiance aux personnes comme Raphaël Ndougou. Il va remonter à la haute hiérarchie et ils vont bousculer, bien qu'ils ont des personnes dures et sages comme nous. Ce qu'il faut retenir de l'homme, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, la Covid-19, elle est réelle. Elle nous a pris 2 ministres. Malheureusement, c'est dans ma région, la région du Nord. Le ministre Adoum est parti aussi comme ça. Ça fait très mal. Voilà pourquoi je pense, et on disait ici sur ce plateau avant que le journal, on disait que cette affaire de Covid-19, ce n'est pas une affaire de parti. Cette affaire de maladie, de dialyse, de palu, de tout ça, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce pays nous appartient tous. Ce qui arrive là, X peut arriver à Y demain. Ces ministres aujourd'hui qui ont pris des mallettes d'argent, qui ont dilapidé l'argent du peuple, qui laissent les pauvres souffrir. Aujourd'hui, vous avez vu, les frontières sont fermées. La Covid-19 aujourd'hui, elle est en train de donner une égalité parfaite. Donc ce que je peux dire, M. Serge Alain, je m'incline une fois de plus devant M. Ali Mayatou. Inch'Allah, on dit ça chez nous, que Dieu lui donne le paradis et que Dieu donne la force à toute la communauté du Grand Nord. Le Grand Nord qui va se mobiliser à partir de demain pour enterrer ce fils de Nord et ami du président de la République dignement. Voilà, Raphaël Ndougou, une haute autorité traditionnelle, membre d'un gouvernement de la République. Quelle lecture? Il faut noter que c'est le 3e ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 3e membre du gouvernement depuis le renouveau qui décède en fonction. Je vous ai cité Justin Joro, tout récemment Adoum Gargoum, et voici le Lamido qui s'en va. Disons que quand quelqu'un a servi aux côtés du chef de l'État pendant tant d'années, parce que parfois on voit une personnalité au niveau supérieur dans le gouvernement, pourtant il a servi dans des... Comme étant directeur, il a été directeur du Trésor, il a occupé d'autres postes où il a servi loyalement. Nous n'avons pas beaucoup suivi son nom dans des histoires de détournement et autres. On n'a pas quand même beaucoup suivi. Parce qu'il y a des ministres là que si on entend son nom, même si on ne peut pas être content que quelqu'un décède, mais on va dire qu'il avait fait telle chose. Et c'est ça qu'il faut retenir quand on est membre du gouvernement dans notre pays. Qu'est-ce qu'on dira de vous quand vous ne serez plus là? Le travail qu'on fait aujourd'hui, vos œuvres vont vous suivre au moment où vous êtes en fonction. Faites bien. Faites comme ce sage l'avait dit. Quand vous balayez la route, balayez que si notre barrière passe par là, qu'il n'y ait rien à dire. Martin Luther King. Justement parce que quand vous allez partir un jour, il faut que vous ayez des témoignages.
Il faut que les gens parlent en bien de vous. Même si quelqu'un avait dit témoin, quand tu as un témoin, moi quand je suis encore en vie. Mais comme nous sommes les Bantous, nous pensons que c'est toujours quand quelqu'un n'est plus là. On a parlé l'autre jour du cardinal Toumi. Et tout à l'heure, je vous parlais de la tradition. Vous avez vu le cardinal Toumi, ce prélat-là, aller arborer la tenue traditionnelle pour faire avec la tradition de chez lui. Ça veut dire que quand on est des personnalités de ce genre-là, il faut bien que quelqu'un m'avait dit, quand dans nos réunions initiatiques, parce qu'il y a des réunions initiatiques, c'est pas réservé, c'est réservé à une catégorie de personnes. Il est dit que quand vous mourrez, avant de vous enterrer, vous ne partez pas, votre esprit est là. Vous suivez, mais vous n'avez pas la force de pouvoir répondre. Vous suivez ce que les gens disent de vous. Vous vous souvenez un peu des cérémonies traditionnelles dans nos villages. Vous êtes perché là comme un oiseau, vous suivez ceux qui parlent en bien de vous. Et d'autres, c'est même qui murmurent en mal de vous. Donc moi, je crois qu'on n'a pas suivi. D'abord, c'était un monsieur qui ne parlait pas. Il est arrivé dans l'administration où je travaille, un jour comme ça, sans protocole. Il m'arrivait des moments de le voir dans la ville de Yaoundé, lui-même à bord de son volant. Et il n'aimait pas des choses extravagantes. Il avait une simple plateau, je crois qu'elle était de couleur grise. Lui-même, parfois, il roulait même sans garde du corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'avait peur de rien, quelqu'un qui pouvait circuler dans son pays sans crainte, alors, c'est pas parce qu'il est décédé, nous retenons, nous pensons que ce que Cissé venait de dire par rapport au chef de l'État, parce que vous voyez des personnalités fortes, ne parlent pas beaucoup, ne s'agitent pas beaucoup. Il était l'autorité traditionnelle, et quand on sait qu'un lamido de l'autre côté là-bas, c'est le chef spirituel, on n'entendait pas beaucoup de bruit de cette personnalité-là. Et donc, il faut copier, même ceux qui sont encore au gouvernement, même ceux qui aspirent y entrer, lorsque un jour le président va prendre son bic pour vous intégrer au gouvernement, venez travailler et tenez compte du peuple. Sachez que c'est ce peuple-là qui un jour va dire au bon Dieu, accueille-nous ce monsieur parce qu'il a bien travaillé. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'on va aller acheter des consciences dans les églises et autres, non. C'est le petit camion qui va dire, ouais, comme si c'était des mamans qui pleurent, qui nous donnera encore du sucre et du lait pendant le ramadan. C'est ça. Vous devez être proche du peuple. Vous devez être à l'écoute du peuple. Tout à l'heure, quand on parlait de dialyse, justement, nous disions que même si ce n'est même pas l'argent de l'État, à un moment donné, soutenez ceux qui sont malades. On sait que les malades du dialyse souffrent énormément. Et donc, je retiens encore maintenant de cet homme d'État qui a passé plusieurs années au secrétariat d'État à la santé. Et je suis même sûr qu'il n'a pas été Premier ministre plein de par ses charges traditionnelles. Voilà. Certainement. Justement, je vais poser également ce problème à Maître Gueffak. Une autorité de cette envergure-là, est-ce que son autorité n'est pas diluée lorsqu'elle rentre dans un gouvernement? Ces gens-là... Vous imaginez le sultan de Bamoun, ministre de la République? Je l'imagine même Premier ministre, pourquoi pas président du Sénat ou bien président de l'Assemblée nationale. S'il est déjà, dans un gouvernement. Non, s'il est déjà militant d'un parti politique. Oui. Alors, s'il milite déjà dans un parti politique, c'est-à-dire s'il arrive dans sa communauté, il choisit un parti politique de sorte qui très souvent développe la haine et il supporte. Moi, je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'occuper de si hautes fonctions. Je poserais plutôt une question. Est-ce qualité dans le cadre du gouvernement de la gestion de la cité, est-ce que c'est normal de nommer un chef ou un roi loin de sa population? Je dirais oui. Je dirais oui, parce que vous voyez le roi des photos, il est sous-préfet, je crois, à l'Est, ainsi de suite, il ne se gêne pas. Donc, je ne trouve Est-ce que c'est une autre? Vous trouvez qu'il n'y a pas de problème? Pour moi, si c'est une compétence... soit éloigné de ces sujets. C'est Jalin. Si en 40 ans, on avait mis une bonne route entre Yaoundé et Kousseri, qui souffrirait? Si en 40 ans, on avait maintenu Kamer, qui souffrirait? Si en 40 ans, on avait refait nos rails, qui souffrirait? On prendrait du plaisir. Lorsque vous allez en Europe, quand on vous dit 400 km à avaler, ça ne vous gêne pas, parce que vous savez qu'en 2h30, vous avez bouclé. Or, est-ce que Yaoundé, Garoua, ça fait 3 jours? Non. Alors, le monde évolue.
le Cameroun recule, pour ne pas dire regresse. Donc je ne trouve aucune difficulté à ce que un roi soit nommé Premier ministre. Encore que, à ce jour, vous voyez tous les ministres, ils sont devenus chefs. Et vous avez dit, ils sont nommés, le décret. Non, ils se à battent 13h et à 17h. Ils se battent pour devenir chefs. Alors, ils sentent que, quand bien même ils sont nommés, ils sont des sous-hommes lorsqu'ils voient vraiment ces propriétaires des crânes, ces propriétaires des choses obscures. Alors, ils veulent se mettre à leur niveau. Ils ont tous les pouvoirs, mais ils sentent qu'ils sont limités. Alors, tu vois, l'envie, c'est ce qui tue ce pays. Si chacun pouvait se mettre à sa place, bien faire ce qu'il a à faire, on ne serait pas dans, on ne plongerait pas dans cette envie. On serait de plein pied dans un pays vraiment en voie de développement. Voilà, Emmanuel Kounié, sur cet dignitaire, un haut dignitaire qui est membre d'un gouvernement. Ça vous dérange? Monsieur Jalin, non, je vais vous surprendre un peu parce que pour ma part, contrairement à ce que j'écoute, j'ai plutôt peur. J'ai peur de quelque chose parce que ce dignitaire est un homme qui n'a jamais été reproché à ma connaissance. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs ministres de la Santé qui sont passés par là, etc. Mais tous les problèmes qu'il y a eu au ministère de la Santé, le ministre en prison, etc., il n'a jamais été égratigné. J'espère que l'audit qui arrive ne va pas, n'est-ce pas, que sa disparition ne va pas, n'est-ce pas, permettre aux vautours doublés de rapaces. Vous savez que les vautours prennent les gros morceaux, la rapace ramasse des miettes. Et quand les vautours et les rapaces sont ensemble, il n'y a plus rien du tout. C'est un peu ce qui se passe au ministère de la Santé. Il y a des vautours et des rapaces qui se croisent là-bas. J'espère qu'on ne va pas profiter, n'est-ce pas, de la disparition de cette très honorable personnage pour pouvoir dissimuler un certain nombre de choses. Parce que la situation est très grave et cet audit est très attendu, pas seulement par nous, mais même par les bailleurs de fonds, par tout le monde. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez les gens, on parle de kits de dialyse. Il y a des gens qui crèvent parce qu'ils ne peuvent pas être dialysés. C'est très dangereux parce que les fonds que nous avons, on a eu des fonds énormes. Quand on a dit près de 940 milliards pour le plan d'urgence pour l'accélération de la croissance, la santé, l'éducation devraient passer avant des affaires comme l'emploi, comme le logement, comme l'agriculture, la santé et l'éducation. Alors si on a eu des centaines de milliards, presque 1000 milliards pour le plan d'urgence, pour l'accélération de la croissance, comment est-ce qu'on peut manquer des kits de dialyse? Combien est-ce que ça coûte? Est-ce qu'on ne pouvait pas, sur ces 900 milliards, mettre ne serait-ce que 100 milliards pour pouvoir permettre à ce que ces éléments pour la santé puissent exister, pour qu'on puisse soigner? J'ai vu des gens gréver. Comment est-ce que des malades peuvent sortir pour se mettre en grève, être bousculés par un taximan et provoquer la bagarre, les magnats qui bagarrent dans la rue? Est-ce qu'il existe une autre planète sur la Terre où des malades se mettent à bagarrer dans la rue parce qu'ils demandent à être soignés? J'ai suivi un qui disait « nous voulons vivre ». Ça, ils ne demandent qu'à vivre. Et des gens qui vous disent que depuis 2 semaines, nous n'avons pas pu uriner. Dans un pays normal, au XXe siècle, en 2021, moi je crois que c'est très dangereux. Et donc, je souhaite que cet audit se fasse selon les règles de l'art et que la disparition de ce personnage qui s'occupait justement des pandémies ne soit pas, n'est-ce pas, un obstacle à cet audit qui doit permettre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, tirer tout au clair et que les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé pour cette pandémie, qui est grave, qui est gravissime, qui est l'un des plus grands problèmes que le monde ait connu, parce que quel que soit ce qu'il y a eu, même s'il y a eu le réchauffement climatique, même s'il y a eu des problèmes démographiques, on n'a pas encore vu l'économie mondiale s'arrêter. Mais cette pandémie a réussi à faire en sorte qu'il y ait une récession mondiale, que toutes les économies du monde s'arrêtent à un moment donné. Donc c'est quelque chose de gravissime. Maintenant donc, que des fonds ont été mis pour essayer de colmater les brèches pour ce qui est de cette pandémie, j'espère que ceux qui ont certainement posé des actes vont répondre des actes et qu'il ne sera pas question, n'est-ce pas, du fait de la disparition de ce patriarche, que les gens, n'est-ce pas, se cachent dans son ombre, dans l'ombre de la disparition, pour perturber, n'est-ce pas, cet audit, et que l'audit qui sera fait va nous produire les résultats escomptés. Si c'est Bamanga, le roi est mort, vive le roi, comment sera organisée la succession du Lamido? Écoutez, chez nous, j'étais en train de vous dire que vous savez que chez les confessions musulmanes, bien que dans le nord Cameroun,
nous sommes presque tous pareils, bien que chacun a ses religions, mais nous avons encore certaines valeurs qu'il n'y a pas ailleurs. Vous savez, chez nous, dans le septentrion, nous respectons encore les doyens, les élites, les élus et ce qu'ils laissent. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez entendre, dès lors où on va aller enterrer ces grands hommes d'État, on va revenir. Il y a des personnes chez nous, quand ils parlent, on ne discute plus. Voilà les valeurs que nous avons encore. Donc, ces valeurs-là, on va les respecter à la mémoire du défunt. Maintenant, c'est une grosse perte pour nous. C'est une grosse perte pour le Cameroun. Parce que tout à l'heure, Raphaël Ndougou le marquait, moi je ne l'avais pas suffisamment souligné. Ce sont des personnes comme ça que ce pays a besoin. Vous voyez une personne comme lui, qui a tout connu, qui sort d'une grosse famille, qui a tout, mais vous n'avez jamais entendu citer son nom dans une affaire de malversation financière ou non. Je dis que ce monsieur est d'une humilité vraiment où je n'ai pas encore vu. Il est là, vous ne savez même pas que c'est le chef. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu avec des grands habits, si vous voulez. Il est toujours humble, discret, comme Raphaël le dit. Vous le croisez à Yaoundé comme ça, simplement, vous le saluez et il est toujours là. Mais d'autres personnes disent même qu'on ne sait même pas quand il est fâché. Il ne parle pas trop, il est calme, il est là. C'est ce genre de personnes que nous déplorons malheureusement, que la mort vienne très tôt nous prendre, alors qu'on n'avait pas profité vraiment de lui, alors qu'on n'a pas fini de jouir de ses performances. Alors moi je pense qu'il n'y aura aucun problème. Nous allons d'abord premièrement respecter ce que notre religion, qui est l'islam, la tradition du prophète, a dit. Et deuxièmement, nous sommes tous bantous, hein. Dans le septentrion, nous n'avons rien abandonné, M. Serge. On mange encore du beignet riz avec la bouillie sans sucre là-bas. Oui, 200. Non, même pas. Pour essayer un peu drôle, laissez l'affaire de 250. On est encore dans l'ancienneté. C'est pour ça que vous voyez, quand j'arrive au nord, moi, je m'assois par terre, je plie les pieds. J'arrive même plus, j'ai un petit peu mal parce qu'en vie, je suis habitué de m'asseoir sur la chaise. Comment va s'opérer la succession? La succession, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que la succession va se passer passif, au niveau très sûr et net. Parce que comme je vous disais, déjà même le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est la famille. C'est la famille, c'est un petit frère qui est mort. Donc même lui, je pense que je peux dire à Maître Kougné que du côté où vous pensez que ces vautours-là vont prendre la carapace et mettre sur le défunt, mais non, personne ne va accepter cela. Vous verrez dès demain, ça va être un grand deuil. J'appelle ça comme ça, bien qu'il n'y a pas de petit deuil, parce que les âmes se valent devant le Seigneur. Moi, je chuterai pour vous dire une fois de plus, merci de m'avoir invité ce soir, d'avoir permis qu'on parle de ces grands hommes. Merci une fois de plus. Je salue toute la communauté du Grand Nord. Je salue toute la région de Garoua. Nous sommes des Bantous. Nous croyons en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, prions au lieu de pleurer. Voilà, rapidement, Raphaël Ndougou, sur la situation des... Vous avez parlé de une connaissance qui s'est rendue à Ebolova, c'est ça? Oui, je peux même donner un nom si vous voulez. C'était un frère à moi. Oui, pas du tout. Il devait se faire dialyser au CHU de Yaoundé. Malheureusement, quand il arrive, on dit qu'il n'y a pas de kit. Et il était question pour ces derniers de prendre la route pour Ebolova. Et l'argent qu'il avait ne suffisait pas. Il a fait appel à moi. Dieu merci, j'avais une somme de 10 000 francs que je lui ai envoyée. Il a pris le cas, il m'a appelé quand il arrivait à Ebolova. Et puis, il a été pris en charge là-bas. Mais maintenant, sur le chemin de retour, tout fatigué, puisqu'il est parti seul. Son épouse, qui l'a accompagné jusqu'à Yaoundé, ne pouvant plus aller jusqu'à Ebolova, puisque n'ayant pas suffisamment d'argent, était obligé de rester à Yaoundé. Lui, il est conduit à Ebolova. Dieu seul sait la fatigue que les malades subissent lorsqu'ils finissent de l'accueillir. Ce traitement-là, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, essayons de mettre l'être humain au devant de la scène dans notre pays. Ça ne nous demande rien du tout. Est-ce que même quand on est ministre particulier, on ne peut pas faire un don dans le sens d'avoir les kits de dialyse dans nos hôpitaux? On sait pertinemment que c'est possible. Parce qu'il faut dire aux gens que quand on a l'insuffisance rénale, c'est que vos reins ne fonctionnent plus. Monsieur Kougné vient de le dire. Vous n'urinez plus comme une personne normale. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un souci, c'est que certaines maladies, les populations sont ignorantes de certaines maladies. Vous n'allez plus à l'urinoir comme une personne normale. Donc ce sont ces déchets-là qu'on enlève dans votre corps au bout d'une semaine, je crois chaque semaine.
Et donc ça demande un peu d'argent. Et quand on sait qu'au CHU là-bas, il y a un peu de subventions, je crois que c'est autour de 10 ou 7 ou 10 000 francs, donc c'est pour ça que tout le monde va là-bas. On doit donc trouver des voies et moyens pour qu'il y ait toujours les kits de dialyse à l'hôpital CHU Yaoundé. Ok, Maître Ngefak, sur cette situation. Serge Alain, je suis sans voix. On en parle tout le temps. Il y a eu Berthois, il y a eu Marois. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résonne dans le cerveau de ceux qui détournent ces biens qui servent à ces malades. Au moment où nous parlons et qu'eux ils sont assis à leur table en train de prendre leur repas du soir, s'ils ont détourné l'argent de ces kits, vraiment que la diarrhée les attrape. Comment? Mais c'est grave. À la capitale du Cameroun, plus grand centre hospitalier, si vous ne parvenez pas à trouver le minimum de soins, si vous devez faire recours à un canton où il y a un comprimé abandonné là-bas pour vous soigner, on a mal. La douleur est très très grande. Très très grande. Merci, maître. Très très grande. Rapidement 2 secondes, monsieur. C'est très triste parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'étais peut-être très petit, mais j'ai lu cela. Le Tchad, la Centrafrique, la Guinée, tous les pays voisins venaient à Yaoundé pour faire la dialyse. Aujourd'hui, c'est triste et machiavélique qu'à Yaoundé. Voilà, rapidement, 30 secondes. Oui, mais je veux dire que nous devons cesser de pleurnicher. Nous devons cesser de pleurnicher. C'est délibérément que ça se passe ainsi. Nous avons dit qu'il ne manque pas d'argent au Cameroun. Nous avons dit que même le chef de l'État en 2011 a créé la caisse de dépôt et consignation. Nous avons démontré, les experts ont démontré que nous avons perdu 6 800 milliards entre 2011 et 2015. C'est entre les mains des gens. C'est dans les banques, les fonds qui ne sont pas mouvementés. Ça doit être là-bas. Les notaires, les huissiers, les greffiers sont devenus les greffiers sont devenus des auxiliaires comment dirais-je, des caisses. Hein? Ce n'est pas leur boulot. Tout ça doit être là-bas. L'État a des moyens pour résoudre tous ces problèmes, mais il y a un manque de volonté politique. Merci. On ne peut pas créer des régies de recettes partout. Ça, c'est une république. Même les gendarmes qui sont en route en train d'arrêter les voitures entre Douala et Yaoundé, les colonels, les gradés, ils ont une caisse. Et puis ils vont aller verser. Non, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Merci. Donc il y a un manque de volonté politique. Si nous voulons, nous pouvons régler ces problèmes. Mais comme ceux qui nous gouvernent ne veulent pas, le problème ne peut pas être réglé. Merci, merci Emmanuel Kounié. N'allez pas tout sortir ce soir, hein. Encore besoin de vous. Merci Emmanuel Kounié, merci Cissé, merci Raphaël, merci Maître Augustin Ngefak, Madame, Monsieur, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir à la Maison du Cameroun, à Bangui.